Donc, dans l'exercice supplémentaire, on vous parle du lupin, qui est une plante à fleurs, angiosperme, dédicace pour le chapitre 1 de végétaux. Et on étudie deux couples d'allèles, couleur des fleurs pour le premier gène et ouverture ou non-ouverture de la structure qui renferme les graines pour le deuxième caractère. La consigne à bien lire, chaque mot est important, on vous demande d'analyser chaque croisement et d'analyser, c'est-à-dire d'expliquer et de proposer des détails, de prouver qu'il y a un brassage interchromosomique qui se passe, puisqu'on part du principe que les deux gènes étudiés sont indépendants sur des paires différentes, et il faut aller jusqu'aux proportions de génotypes et de phénotypes obtenus dans du deuxième croisement. Donc, on commence l'exercice par identifier et poser des conventions d'écriture des allèles, pour faciliter la lecture de votre raisonnement. Donc, moi, je vous propose J et B pour la couleur et D et I pour l'ouverture des gousses. Le premier croisement, si on s'en réfère à l'énoncé, on va croiser des plantes pures, jaunes déhiscentes avec des pures blanches indéhiscentes. Donc ça, c'est le phénotype de chacun des deux parents. Et donc le génotype, pur sous-entend qu'on est homozygote pour chaque gène étudié. Donc J et J pour la première paire, B et B pour le parent 2, et D et D pour le premier parent pour la deuxième paire, et I et I pour la deuxième paire du parent 2. S'il y a un croisement, il y a reproduction sexuée. Donc, il y a les deux étapes de la reproduction sexuée, à savoir la méiose, c'est-à-dire la production de gamètes une fois qu'il y a eu la télophase 2 achevée. La méiose consiste en la séparation des chromosomes homologues au sein d'une tétrade pour ne fournir qu'un seul exemplaire pour chaque paire. Donc ça, c'est la définition basique. Donc, le parent 1 ne peut produire que des gamètes contenant l'allèle J et l'allèle D, d'accord, puisqu'il est double homozygote, et de même pour le parent 2. Le croisement nécessite ensuite la réunion de ces deux gamètes, à savoir l'étape de fécondation, où on va réunir, chaque chromosome homologue va reconstituer une paire de chromosomes. Là, l'énoncé nous indique que la génération F1 est de phénotype jaune et déhiscente. Et pour le coup, le mot « toute » ici est important, puisque ça veut dire que 100% de cette génération a le même phénotype. C'est un point d'appui important pour la suite. Tout d'abord, on va en déduire le génotype de F1 qui devient donc un double hétérozygote puisqu'il va recevoir J de P1 qui va se réassocier avec B pour former la première paire qui porte le même gène, couleur. Et le chromosome portant D va se réassocier avec le chromosome homologue portant I, pour former la paire portant le caractère ouverture. D'accord? On n'intervertit pas les lettres. Le 100% permet de déduire la dominance de l'allèle qui s'exprime, c'est-à-dire ici les allèles J et D. Nous allons passer à l'analyse du deuxième croisement. On se réfère à l'énoncé pour savoir duquel il s'agit. On prend les F1 et on les croise par en fait le parent qui est double récessif, blanche et indéhiscente, c'est-à-dire qu'on fait un back-cross, comme on l'a vu pour les drosophiles ou comme on l'a vu pour les souris. Donc, on écrit le premier croisement avec l'intitulé des phénotypes. On va reprendre les génotypes, donc on n'oublie pas que F1 est double hétérozygote. Si vous ratez cette marche, vous n'arriverez pas à faire un brassage derrière. Et c'est le seul intérêt du premier croisement, c'est d'obtenir des individus double hétérozygotes. P2, lui, c'est le parent du départ, donc il est pur, donc il est double homozygote pour l'allèle B et I. Chaque parent, de même, va subir la méiose, et c'est là où il faut s'arrêter 5 minutes. Les individus F1, du fait de leur double hétérozygotie,
vont pouvoir présenter ce qu'on appelle un brassage interchromosomique, c'est-à-dire que les tétrades, en l'occurrence les deux ici qu'on observe, vont se répartir de façon indépendante et aléatoire pendant la première métaphase de méiose. Il va en résulter à la fin de chaque méiose une production de deux types de gamètes avec des combinaisons parentales et des combinaisons nouvelles et surtout en équiprobabilité. Donc, il faut l'écrire et ensuite il faut le schématiser. Donc, on dessine les deux métaphases 1. La première, on fait une association aléatoire. En général, on commence par l'association parentale, mais c'est pas très important. On légende bien que c'est la première métaphase 1 qui est possible, où se répartissent une même tétrade, couleur, et une autre tétrade, ouverture. Et là, on fait partir J et D d'un côté et B et I de l'autre côté, qui vont se retrouver dans chaque gamète issue de la télophase 2. Et donc, on a bien 4 gamètes, mais on en a 2 identiques qui ont la combinaison parentale JD, jaune déhiscente, c'est le F1, et les 2 autres ont la combinaison parentale du P2, c'est-à-dire blanc et indéhiscent. Mais il existe un autre positionnement possible de la tétrade, à savoir une seule des deux tétrades. On ne fait pas bouger les deux en même temps. Mais si je fais pivoter la tétrade qui contient le caractère ouverture, eh bien dans ce cas-là, je vais avoir l'allèle J qui va partir avec I. Ce sont ces deux chromosomes homologues ici. Et l'allèle B qui va partir avec l'allèle D. Et dans ce cas-là, on obtient à nouveau 4 gamètes, mais avec chaque 2 combinaisons qui sont des combinaisons nouvelles. On n'oublie pas que le parent P2 également fait la méiose, donc on n'oublie pas d'écrire une phrase à son sujet, mais P2, lui, ne peut produire qu'un seul type de gamète, comme lors du premier croisement, puisqu'il est double homozygote. Donc, lors de l'établissement du tableau de croisement, on va bien avoir le gamète du parent P2, et une seule possibilité ici. Par contre, j'ai mis un S en rouge pour vous rappeler qu'il va falloir remplir les 4 combinaisons alléliques qui viennent pas de nulle part, qui viennent des gamètes que vous aviez écrits précédemment. Donc là, c'est juste de la concentration. BI pour le parent, les 4 combinaisons ici, et ensuite on remplit les génotypes et les phénotypes d'après la déduction qu'on avait faite sur la dominance des allèles. Et donc, on reporte bien, on encadre bien que ici figurent les individus F2 issus du deuxième croisement et qui présentent des nouveaux génotypes et phénotypes. Maintenant, on nous demandait de faire la preuve qu'il s'agissait bien d'un brassage interchromosomique. Donc, il faut aller utiliser les proportions. Sous l'hypothèse attendue, on sait que chacune, alors soit vous rajoutez des colonnes à votre tableau, mais c'est pas forcé, soit vous écrivez votre raisonnement. Les proportions théoriques, elles sont de 25, 25, 25. Ce sont l'équiprobabilité du brassage interchromosomique avec 2 paires. Ce que l'on observe, nous, on vous donne des nombres. Donc, on ne se trompe pas et on remplit à côté de chaque phénotype le nombre. OK ? Sauf que là, on est coincé, puisqu'on ne peut pas comparer un nombre avec un pourcentage. Donc, il faut convertir soit l'un, soit l'autre. Alors, si vous faites la somme de tous les lupins, on tombe sur 500. Et donc, 500 divisé par 4 en termes d'équiprobabilité, on obtient 125, le nombre d'individus théoriques. Ou alors, il faut calculer le pourcentage que représente 128 par rapport aux 500 individus. Mais comme vous n'avez pas la calculatrice, c'est un tout petit peu plus compliqué de faire des calculs de pourcentage, alors que là, juste une addition et une division par 4 me semble à votre portée largement. Et donc, il faut conclure. On observe que les proportions réelles des phénotypes en F2 sont très proches. On considère qu'on ne varie pas au-delà de la dizaine, donc c'est très proche des phénotypes attendus dans le cadre d'un brassage interchromosomique et de 2 gènes indépendants. Et donc on en déduit bien que les 2 gènes sont bien situés sur 2 paires différentes.
Voilà.